Bien. Super. Est-ce qu'il y a des PO dans la salle? J'ai toujours rêvé de faire ça. Alors, cette conférence, si vous n'êtes pas Product Owner, vous êtes quand même les bienvenus. Si vous êtes Scrum Master ou autre, cette conférence peut être pour vous. Innover versus délivrer, la dualité du Product Owner. Innover dans le sens de délivrer de la valeur, innover dans le sens d'inventer des usages, de les mettre à disposition de ses utilisateurs. Innover dans le sens d'imaginer. Délivrer dans le sens de livrer ce qui a été attendu, dans la qualité impartie, avec l'excellence technique attendue. Et au milieu, un Product Owner qui se pose plein de questions. S'il y a des Product Owners dans la salle, j'espère qu'ils se posent des questions. Et ce que j'ai envie de vous proposer pour que cette conférence soit malgré tout interactive, eh bien, c'est que vous puissiez m'envoyer des questions par le chat de cette conférence, que vous retrouverez à ce numéro. Ceci est mon vrai numéro de téléphone et je garderai les yeux rivés sur mon application SMS. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions pendant la conférence, j'y répondrai avec plaisir. En tant que Product Owner, la plupart des tous ces Product Owners qui se posent des questions, si j'avais un petit peu de résumé et de faire la synthèse de comment est-ce qu'ils voient les choses, ça pourrait s'écrire de cette manière-là. En tant que Product Owner, je veux que ça marche afin d'être content. Elle n'est pas de moi. C'est dommage. Vous avez reconnu évidemment le format de User Story, évidemment. Que serait un Product Owner sans User Story? Si tu n'es pas Product Owner dans la pièce et que tu viens de débarquer, en moins de 2 minutes, tu as déjà 2 nouveaux acronymes. Et autant te dire que ce n'est pas fini. Quand on parle de User Story, c'est un peu le format d'écriture prédilection que tous les Product Owners doivent avoir. Et toutes les User Stories viennent évidemment avec la fameuse et la sacro-sainte Definition of Done. Qui sait ce que c'est? Si vous voulez avoir la réponse, vous allez voir la dame qui est au fond. La plupart des équipes avec lesquelles je travaille ne savent toujours pas ce qu'est la Definition of Done. On ne sait pas vraiment comment on l'élabore. Et c'est souvent une question qui revient. C'est quoi la Definition of Done? Alors, quand je travaille avec les Product Owners, c'est quand même la base. Travailler sur sa Definition of Done. Et si je n'ai pas de réponse à cette question, j'ai néanmoins une technique pour la trouver. Une bonne Definition of Done ira avec un bon dialogue. Et là, souvent, le conseil que je donne aux équipes, c'est que si vous êtes face à un Product Owner et qu'il ne vous donne pas la Definition of Done, eh bien, la bonne technique, c'est de le bombarder de questions. Plus un Product Owner recevra de questions, plus il saura identifier sa Definition of Done. Ça marche quasiment à tous les coups. Encore faut-il savoir poser des questions. La Definition of Done ne serait donc pas un outil, mais plutôt un processus. On va dire c'est la base. Évidemment, c'est loin d'être suffisant. On pourrait arrêter la conférence ici, mais on va quand même essayer d'outiller les Product Owners qui ont levé la main. Et puis tous ces Scrum Masters qui travaillent avec les Product Owners. On n'oublie pas qu'un Product Owner n'est jamais seul, évidemment. Les Product Owners chez vous sont accompagnés de leur Scrum Master. Les sourires sont gênés sur les visages. J'aime bien. Quand tu es Product Owner, tu as besoin d'outils. Alors, s'il faut encore les rappeler, on va le faire. On a l'avantage... Je n'avais pas prévu celle-là. Le côté Space Mountain. On a la chance d'être en 2022. En 2022, on connaît les outils du Product Owner. Je viens d'en citer un. Les User Stories, ça s'appelle les US. Alors, des fois, il y a une petite confusion qui naît dans les équipes. Parfois, on rencontre le terme de User Story technique. On rappelle que c'est comme le Père Noël, les User Story techniques, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. À la place, on privilégiera le terme d'exigence non fonctionnelle. Si tu veux savoir ce que c'est, tu tapes FURPS dans ton meilleur moteur de recherche et tu verras de quoi ça parle. Une User Story technique n'existe pas. Mais à mon avis, on va encore en croiser beaucoup. Parmi les autres outils dont tu auras besoin en tant que Product Owner, tu vas avoir besoin d'estimer la valeur,
La valeur, c'est un truc dont tout le monde parle depuis longtemps, la business value. C'est le champ qui est vide dans Jira, généralement. J'en vois qui rigole. C'est le seul indicateur qu'on n'arrive pas à monter. C'est la seule question qu'on pose à un product owner à laquelle il ne sait jamais répondre. Pourtant, des outils, il en connaît, il en a plein. Voilà, si tu veux prioriser, tu utilises la technique 20 sur 20. Si tu es un peu paresseux, tu utilises Moscou. Tu peux utiliser la technique 35. Tu regardes les jeux de Tiagi pour voir comment ça fonctionne. Tu peux utiliser la matrice d'Eisenhower. Moi, je l'utilise jamais, mais il paraît que d'autres le font. Il y a un truc qui est super, qui s'appelle RICE. Et si tu aimes bien les techniques un peu pointues, tu vas chercher le cost of delay et tu tapes WSJF. Je ne le prononcerai pas en anglais parce que j'ai un peu honte de mon accent. Tu peux utiliser la matrice de Kano. Qu'est-ce que tu peux utiliser encore? Une fois que tu as ça, si tu as bien rempli tes champs dans Jira, tu pourras utiliser des burn-up, des burn-down, parce que oui, ça existe encore. Il paraît même qu'il y a encore des équipes qui utilisent le planning poker. On y reviendra tout à l'heure, mais tu as forcément un truc qui s'appelle un Kanban dans un coin. Si tu as besoin d'autres outils sur la partie innover, tu vas chercher du côté des mappings. Je te donne 2 dans la famille mapping. Tu as le user story mapping et tu as l'impact mapping. Si c'est pas assez et que tu as envie de remonter plus haut dans la chaîne d'entrepreneuriat, tu peux te lancer dans les approches design. Voilà, tu peux chercher le design sprint et le design thinking. Ça n'a absolument rien à voir, mais comme ça commence par le même mot, c'est plus facile pour la mémorisation. Et c'est quand même super pratique. Si tu es vraiment fou et que tu as du temps, renseigne-toi sur les approches Business Model Canva. Le Business Model Canva plaira à toutes les personnes qui aiment remplir des cases, comme au loto. Il y a 9 cases dans le Business Model Canva. Si tu es fan de cases à remplir, il a écrit un deuxième bouquin, Alex Osterwalder, qui s'appelle le Value Proposition Canva. Ça zoome sur 2 cases du Business Model Canva et ça t'offre 6 nouvelles cases. Du coup, tu as 15 cases. Ça te fait plein d'ateliers avec plein de cases à remplir. Et quand même, à la fin, une fois que tu as rempli toutes ces cases, il faut quand même que tu te poses la question de à quoi ça correspond tous ces post-it qui sont dans les cases. Donc tu feras sans doute un truc qui s'appelle un elevator pitch. Et puis il y a d'autres qui ont repris tout ça, qui l'ont vachement bien packagé. J'ai trouvé un truc, ça s'appelle Adobe Kickbox. Ça n'a rien de révolutionnaire, mais comme c'est Adobe qui le fait, franchement, ça claque. Je donne pas tous les outils, on pourrait citer encore... qu'est-ce que je pourrais... Ah si, les Tres Amigos, ah ouais, ça c'est bien ça, les Tres Amigos. Mon seul espoir, en faisant cette planche, c'est qu'à la fin de cette conférence, en tant que product owner, tu saches au moins ce que c'est. Parce que oui, ça va servir au moins une fois dans la vie d'un product owner. J'en ai oublié. Désolé, faut pas. On a parlé de la DOD, on aurait pu parler de la DOR. Voilà. Rien qu'avec ça, on a fait, je pense qu'en termes de, comment ça s'appelle, name dropping, la technique qui consiste à balancer tous les mots-clés. Ouais, je pense qu'on est pas mal, là. Il en manque? Ah, le Lean Canva. Merci, Rémi. Lean Canva. Donc, Ash Maurya, inspiré par Alex Osterwalder. Voilà, il a repris les cases. Il a juste changé les intitulés. Il y a toujours 9 cases. Voilà. Plus personne parle du Lean Canva, pourtant c'est super. Voilà, tous ces outils-là, en tant que product owner, il me semble qu'à un moment donné, il va falloir comprendre ce que c'est et chercher à la maîtriser. Mais si un product owner ne devait se suffire que de ces outils, ce serait évidemment trop facile. Un product owner, il est en lien. Il est en lien avec qui? Il est en lien avec des populations. Et donc les outils vont différer. On n'imagine pas un product owner, par exemple, qui ne serait pas au contact de ses utilisateurs. Tous les product owners présents ici sont au contact. Vous êtes au contact de vos utilisateurs. Évidemment. Évidemment. Vous devriez voir vos têtes, moi je les ai toutes. J'ai la meilleure place. Non, quand on n'est pas au contact de ses utilisateurs, on est au contact de qui? On est au contact de son organisation. L'organisation, c'est quoi? C'est là où il y a généralement les clés du budget, les clés
de l'agenda, du planning. Et puis il en manque un peu encore. Il y a une population qui manque. Un product owner va aussi être en lien avec des gens qu'on adore. La technique, évidemment. La technique, c'est les gens que le product owner ne comprend jamais. Parce que les product owners techniques, quand vous n'avez jamais fait de la technique, c'est compliqué de comprendre les choix d'architecture. Du coup, on fait d'autres backlogs. On rappellera jamais assez qu'il n'y a jamais qu'un seul backlog, un seul et unique backlog dans une équipe. Les shadow backlogs, ça n'existe pas. Alors, innover, délivrer, elle est où cette dualité? Elle est là, elle est déjà présente. Là, je vais me retrouver avec... je l'ai raté. La partie innover, la partie délivrer, c'est un rôle complexe, tellement complexe qu'on a vu sur les dernières années émerger des nouveaux termes, parce que PO, c'était pas assez suffisamment compliqué. On voit des choses émerger comme Proxy PO. Proxy PO, c'est le nouveau nom qu'on a donné au PO qui devrait s'appeler PO, mais comme on n'a pas le courage de lui donner le pouvoir entier, on l'appelle Proxy. Il a donc tous les défauts et pas les avantages du rôle. Parfois même des directeurs sont product owners. On rappelle qu'un product owner est présent. Normalement, je n'ai pas encore de clients dans la salle, donc je peux me permettre de dire ça. Je n'aurai peut-être pas après. On avait aussi émergé le nom de product leader, product manager, parce que le rôle était tellement compliqué qu'on a doublé, triplé. C'est compliqué, tout ça. Et on peut faire pire en termes de complexité, parce qu'on a tellement du mal à situer ce rôle de product owner, que la définition même de product owner, elle varie en fonction de la typologie de l'environnement où le product owner va exercer son rôle. Prenons un exemple très simple. Prenons le monde du service. Prenons le monde des sociétés de services, que j'affectionne, j'y suis passé. Un product owner dans une société de service, c'est pas un product owner. Parce que dans les sociétés de services, souvent, on fait des projets. Donc on appellerait plutôt ça un project owner, avec un début et une fin. Du coup, c'est quoi mon rôle de product owner? Ce ne sera pas encore la même chose si vous êtes dans une DSI. Dans une DSI, là, on va avoir émergé la notion de produit. Là, c'est cool. La notion de produit, elle émerge. Au début, on fait un projet, mais comme après, on fait une phase de maintenance, ça s'appelle un produit, même si le terme n'est pas forcément utilisé. Maintenance évolutive, maintenance corrective. Et le rôle, il change. Parfois même, la personne change entre ces deux phases. Quand on est un éditeur, alors là, la notion de product owner, elle est merveilleuse. Il y a des éditeurs dans la salle? Non? Soutien éternel pour les product owners chez les éditeurs. Parce que eux, non seulement ils ont un produit, tu peux te dire c'est pas facile avec tous les outils qu'on a. Mais déjà, le produit vit tout le temps et il ne meurt que quand il est décommissionné. Donc la phase de maintenance, tu la vis tout le temps. Mais en plus, il est probable que tu aies un service commercial qui fasse son job et qu'en plus tu te retrouves avec des typologies de projets. Non. Ça c'est chez les autres, évidemment. Donc chez les autres, on demande parfois à des product owners de rendre génériques des demandes spécifiques, ce qui donne une certaine saveur au rôle, mais aussi une certaine envie d'abandonner le rôle de product owner parce qu'on n'y comprend rien, parce qu'on n'a pas encore trouvé de littérature qui nous explique comment on rend générique des demandes qui sont par définition antagonistes. Chez certains éditeurs, c'est assez compliqué. J'aurais pu rajouter les startups, où on va trouver des product owners, où c'est encore différent. Le startup, ça se rapproche un peu d'un modèle DSI, sauf que dans un modèle DSI, eh bien, le public est qu'actif. Voilà, les utilisateurs, ils sont là, ils ne peuvent pas bouger. Dans une startup, il faut qu'on aille le trouver. Et une startup aura envie de scaler, mais globalement, ça va être à peu près les mêmes contraintes. Alors, dans tout ça, comment je me positionne, moi, en tant que PO? Et déjà, comment ça se recrute? Sur un marché qui est particulièrement tendu, on peut se poser la question de où est-ce que je vais trouver mon PO? Et quelles compétences est-ce que je vais lui demander? C'est la réaction qu'ont la plupart des organisations quand elles cherchent à avoir des PO. Alors, intuitivement, on se dit que un PO, il doit venir du métier. Voilà, c'est assez logique.
Bon, ça suppose que vous ayez des métiers identifiés déjà. Et puis des gens du métier, il va falloir qu'ils parlent avec des techniques. Il y a certains métiers où c'est juste... les informaticiens, c'est quelque chose à part, quelque part. Mais ce n'est pas des gens. Et surtout, on ne sait pas interagir avec eux, puis on ne parle pas le même langage. Et les métiers, ils ont cette qualité de comprendre les usages. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Des gens qui sont peut-être au carrefour entre les deux, et qu'on pourrait peut-être convier dans le rôle de product owner, c'est peut-être des gens du marketing. Alors je sais, il y en a certains qui vont dire non, mais au marketing, c'est un peu trop bling-bling, voilà, ça vend du rêve. Ouais, mais les gens du marketing sont très proches des utilisateurs. Ils savent ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Des fois, on demande aussi à un PO de venir du monde de l'UX parce qu'il doit avoir cette compétence en UX design. Alors, comme c'est compliqué, on va peut-être recruter un PO externe. Alors, les PO externes, c'est très bien, il y en a plein sur le marché. C'est pratique. C'est pratique, le problème, c'est qu'ils ne sont pas compétents. Ils ne sont pas compétents sur le métier, puisque par définition, ils sont externes. Et c'est très rare d'avoir des PO qui soient spécialisés sur tous les domaines. Donc, ils sont certainement outillés, ils sont certainement compétents sur la façon de faire, mais il va y avoir une courbe d'apprentissage qu'il ne faut pas négliger. Alors, si ce n'est pas là, ça va être qui, ce product owner? Peut-être regardons en interne. Et si c'était finalement le Scrum Master? Parce que de toute façon, comme on n'a pas compris ce qu'était le rôle du Scrum Master, soyons honnêtes, non? C'est encore un peu vague, cette histoire de Scrum Master. Les devs avant Agile, on a réussi à les mapper dans le modèle Agile. Le PO, on est en train de le faire. Le Scrum Master, on ne sait toujours pas où il est, on ne sait toujours pas qui c'est. Donc, quelque part, il pourrait prendre en charge le backlog. L'avantage, c'est que le Scrum Master, il est hyper compétent en Agile, et ça, c'est cool. Et si c'était le commerce, finalement, le product owner? Des gens qui savent particulièrement bien évaluer la valeur. Croyez-moi, les commerciaux, ils savent où est la valeur. Ils la flairent, ils la sentent. Et quand il n'y en a pas, ils savent aussi la sentir. Après, niveau pilotage de projet, je vous l'accorde, il y a peut-être 2-3 trucs à faire. Et dans certaines organisations, il m'apparaît quand même important de rappeler que des devs pourraient peut-être avoir cette fonction de product owner. Les développeurs qui ont la maîtrise technique et la maîtrise métier, il y en a. Et peut-être que le product owner pourrait se situer dans ce rôle-là. Ou peut-être tout simplement, c'est les compétences. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a du mal à en trouver, peut-être parce qu'on leur demande tout ça. On leur demande tout ça et de manière excellente. Il y a donc un enjeu à former les product owners. Et une fois qu'on aura ça, on va se retrouver quand même dans cette agilité. C'est-à-dire qu'un product owner, à un moment donné, il doit être compétent en agile. Alors quand on parle d'agile, on parle de quoi? J'ai essayé de répondre à cette question le jour où une directrice d'une ONG m'a dit « Alors voilà, on veut partir en agile ». J'ai commencé à lui parler de Scrum, elle m'a regardé avec des grands yeux, elle n'a rien compris. Et là, je me suis dit que j'avais tiré à côté. Donc il me semble qu'en agile, on fait toujours la même chose. Donc, globalement, on va recevoir des demandes qu'on va mettre dans une liste. Voilà. Donc en tant que product owner, ce qui est bien comme qualité, c'est que tu aimes faire des listes. Voilà. Si tu es fan de to-do list, c'est plutôt une qualité quand tu es PO. Après, il faut que tu aimes trier. Si tu es maniaque en tant que product owner, c'est bien. Tu tries. Trier pour avoir un 1, un 2, un 3. Et ça, c'est peut-être la qualité qu'on va demander d'exercer le plus à un product owner. D'avoir un seul 1, un seul 2, un seul 3. Je ne parle pas des P1, P2, P3, qui est aussi une technique pour éviter la priorisation qu'on retrouve beaucoup dans les organisations. Et quand tout le monde a compris que sa demande ne passerait jamais si on la met en P2 ou en P3, tout le monde passe en P1, ce qui fait qu'on retrouve des P11, P12, P13. Toute ressemblance, évidemment, est absolument volontaire. Il y en a qui le font, les P1? J'aime bien entendre les petits rires, ça veut dire qu'on est bon. Après, en tant que product owner, tu n'as pas le choix, tu vas devoir visualiser, tu ne te prends pas la tête, tu fais des post-it. Mais si tu fais des post-it, tu es devenu tellement ringard que maintenant tu te mets dans Jira. Ou dans Klaxoon, ou dans Miro, ou dans Azure DevOps, ou dans ce que tu veux.
un truc, en gros, il va falloir visualiser le backlog. Le problème des outils numériques, je ne vais pas le développer là, mais bon, ils souffrent quand même d'un énorme inconvénient visuel, c'est qu'ils sont trop parfaits. Ce qui fait qu'en termes de visualisation, on ne fait pas pire aujourd'hui que les outils qu'on a sur le marché. Si vous voulez des vrais outils de management visuel, allez voir des Mural, des Miro, des Klaxoon, mais surtout pas les outils de ticketing, ce ne sont pas des outils de visualisation. Voilà, si vous voulez comprendre pourquoi, regardez un truc qui s'appelle la Gestalt visuelle. C'est très très dur de gérer un backlog dans un outil de ticketing. Enfin, alors maintenant, il y a une solution qui s'appelle Product Board. Product Board, ça fait fureur chez les PO. C'est la dernière tendance. On va voir combien de temps elle traîne. Elle dure, celle-là. Donc tu dois lister ton backlog, tu dois le trier, tu dois le visualiser, et puis après, tu dois te libérer et délivrer. Si tu as chopé la musique, c'est cadeau. Fais plaisir. Si tu ne l'as pas, c'est que tu n'as pas encore d'enfant, mais tu vas bientôt l'avoir, rassure-toi. Et elle arrivera bien assez tôt. Donc tu ne veux pas l'avoir. Pour les autres, vous l'aurez jusqu'à demain matin, si tout va bien. Voilà. Tu veux délivrer quand même ton produit, mais tu veux le délivrer un petit peu tout le temps. Voilà, ça c'est important. Tu vas t'insérer dans un rythme, ça s'appelle des itérations. Tu n'as pas le choix, quand tu es product owner, tu es obligé d'avoir des itérations. Tu n'as pas le choix, elles vont faire entre 2 et 3 semaines. 4 semaines, c'est que tu es déjà sur un très gros projet, c'est assez rare. Et puis quand même, au cœur de tout ça, on va revenir au dispositif qu'il y a ici, c'est qu'au cœur de ton sujet en tant que product owner, même quand tu débutes dans ta vie de PO, tu sais que tu vas avoir un objet à la fois merveilleux et horrible à manipuler, c'est le backlog. Qu'est-ce qu'il y a dans mon backlog en tant que PO? Ah ça c'est génial. Parce que quand on discute de cette question avec les product owners, on s'aperçoit qu'il y a souvent que des trucs qui sont visibles des utilisateurs et qui apportent un maximum de valeur. Ça s'appelle comment d'après vous? Ça s'appelle les US. Ou des fonctionnalités. Il paraît même qu'il y a des équipes qui utilisent le terme d'épique. Après 10 ans d'agilité, je n'aurais pas compris ce qu'était une épique. Je ne suis pas sûr que les gens aient compris non plus. Il y a aussi des thèmes, tout un tas de vocabulaire. Bref, peu importe. Ça, c'est la partie visible des utilisateurs. Et il y a toute une partie qui est visible d'utilisateur, mais qui insatisfait l'utilisateur. Ça, c'est assez facile aussi à trouver. Ça s'appelle des bugs. Ça vient vite, hein, vous avez vu? Celui-là, on le connaît bien. Alors, oui, il est bon de rappeler que les bugs sont dans le backlog. Certains le font, d'autres l'oublient, et on dit bien tous les bugs, et pas pas juste ceux qu'on a envie de voir dans le backlog. Et puis, il y a cette partie non visible qu'il y a dans le backlog, et qui pourtant amène de la valeur. Cette partie non visible qui amène de l'insatisfaction. D'après vous, quel nom pourrait porter cette partie? La dette technique. Alors, je voudrais profiter de cette tribune pour rétablir ce qui m'apparaît être comme une injustice, de ne parler exclusivement que de dette technique, alors que les techniques ne se lèvent jamais le matin en se disant qu'ils vont pourrir le code. Il n'y a aucune intention de faire du code dégueulasse. La dette n'est donc pas que technique, et on parle insuffisamment de cette dette fonctionnelle, qui est vraisemblablement la première source d'injection, puisqu'a priori les devs ne font rien d'autre que ce qu'on leur demande. Si on leur demandait rien, ils ne feraient donc pas de dette. Dans le backlog, il y a de la dette qui n'est pas que technique, il y a aussi de la dette fonctionnelle. Malheureusement, elle est insuffisamment présente. Et puis, il y a cet espace un peu étrange que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est non visible et qui pourtant amène de la valeur. C'est ce qu'on appelle les exigences non fonctionnelles. Pour vous donner des exigences non fonctionnelles, on pourrait citer la qualité, la compatibilité, la sécurité, la testabilité, tous les trucs qui finissent en IT. Oui, il y a toujours un mot relou qui ne rime pas. La particularité de ces exigences non fonctionnelles, c'est que c'est une population qui la défend bec et ongle, et c'est jamais le product owner. Parce qu'il ne sait pas l'écrire, il ne sait pas écrire la définition. C'est quoi la définition de terminée sur une performance? C'est quoi la définition de terminée sur la qualité? C'est quoi la définition de terminée sur RGPD?
C'est quoi la définition de terminée sur support de l'autre application? C'est compliqué. C'est compliqué et malheureusement, ce n'est pas documenté. Et il y avait un vieil article de blog il y a une dizaine d'années que j'avais trouvé fabuleux, en tout cas moi, qui m'avait aidé. C'est très facile d'écrire la définition de terminée sur des choses qui ne sont pas atomiques, c'est-à-dire qui vont être des propriétés qui vont ancrer la qualité du produit dans la durée. On pourrait décrire ce qu'on mesure. Performance, qu'est-ce qu'on mesure? Ça pose une question déjà. On va se poser ensuite la question de quel est le protocole pour obtenir cette mesure? Quelle est la cible qu'on souhaite avoir? Quelle est la marge qu'on a? Et là, ça va être assez intéressant parce que ça va permettre de conditionner l'effort qu'il y a. À titre d'exemple, si vous avez un objectif de performance à 1 seconde avec une cible à 1 seconde, enfin, si vous avez une cible à 1 seconde avec une marge de 0,1 seconde, ce n'est pas la même chose qu'une cible à 1 seconde avec une marge de 5 secondes. Tous les devs vous le diront. Dans un cas, il y en a un qui coûte assez cher, l'autre un peu moins. Si on savait aussi partager comment est-ce qu'on récolte la mesure, comment est-ce qu'on s'assure qu'on récolte cette mesure, on aurait donc une définition partagée de ce qu'est une exigence non fonctionnelle. C'est un rêve que je nourris, qu'il est possible d'avoir, et tous ces éléments-là vont faire partie du backlog. Lorsqu'une exigence non fonctionnelle est terminée, on la met dans la définition de terminée et on essaye de faire en sorte qu'elle soit respectée à chaque itération. Alors, pas de panique. Je sais très bien ce qui va se passer avec les exigences non fonctionnelles et la dette. On sait où elles finiront, ces trucs-là. À la poubelle. Tous ces trucs-là, vous savez, on sait les reconnaître. Tous ces trucs-là sont les boulets sur les produits. Vous savez, c'est tous les trucs qui vont prendre du temps. C'est tous les trucs où on se dit oui, 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 oui. Oui, il faudrait. Oui, il faudrait. Mais, il y a toujours une bonne raison de faire passer des trucs beaucoup plus rapidement. Ça porte un nom, ça s'appelle les urgences. Parce que quand tu es PO, normalement, tu as des urgences. Les quelques dents que je vois me rassurent. Ça veut dire qu'il y en a qui ont des urgences. C'est l'enfer de gérer les urgences quand vous êtes product owner. Alors que toi, tu as juste envie d'avoir des choses qui passent normalement. Tu as juste envie de mettre tes stories dans ton backlog et qu'elles passent dans l'itération. Et en fait, quand tu vois déjà émerger ces 3 niveaux-là, lent, normal, urgence, ça porte un nom. Tu es déjà en train de te familiariser avec ce qu'on appelle les classes de service. Donc en tant que PO, j'ai en plus à gérer ça. Donc on peut comprendre que cette dualité, elle est extrêmement compliquée. Elle est extrêmement compliquée parce que les urgences, si je ne les traite pas maintenant, il y a des gens qui ne vont pas être contents. Les trucs lents, on sait très bien que si on ne les traite pas maintenant, un jour, ça va nous exploser au visage. C'est le principe même de la dette. Tout le monde s'en fiche jusqu'au jour où on dit « Ah, je vous l'avais dit ». En fait, c'est facile, regarde. Si tu fais un truc comme ça, là, des classes de service, et que tu tires juste des traits verticaux, regarde ce qui est en train d'apparaître. Un joli tableau Kanban. Il n'est peut-être pas évident. Alors, on va le tracer ensemble. Si je vous parle de Kanban dans cette conférence, c'est parce que si tu arrives, que tu es product owner à 50 ans et que tu n'as pas fait de Kanban, tu n'as pas raté ta vie, et tu as quand même raté un sacré morceau méthodologique. Le Kanban pour product owner, il va toujours ressembler à peu près à ça. Un Kanban de PO, on va forcément retrouver un truc qui s'appelle le stock. Le tas, le backlog, on peut l'appeler de la manière qu'on veut. Généralement, on va retrouver une étape d'analyse, suivra ensuite une étape de conception, plus ou moins ça, hein. Ensuite, on fera du dev. Voilà. Si tout va bien et qu'on a les ressources pour, on fera du test. Voilà. On ira peut-être même jusqu'à faire de la recette, parce que dans notre organisation, on fait la différence entre les deux. Et puis normalement, on a une étape de livraison. Voilà. Et à la fin, c'est livré. Et si tu es en train de te dire que ce que je viens de te montrer, ça ressemble à un cycle en V, eh bien c'est le cas. Parce que le Kanban pour product owner, c'est ni plus ni moins qu'un cycle en V qu'on a fluidifié. Alors, si tu ne sais pas tout mettre dans le stock, rassure-toi, hein, tu feras une colonne pré-stock.
Alors ça va être quoi la différence entre un cycle en V et un Kanban pour Product Owner? Elle est fondamentale, elle est essentielle, parce que tu le feras, parce que tu kiffes Kanban, parce que tu as compris ton intérêt quand tu utilises Kanban, c'est commencer par terminer et d'arrêter de commencer. Tu vas mettre en place des limites, parce que dans un système saturé, tu sais que la meilleure stratégie que tu as pour être efficace quand tu es Product Owner, c'est de surtout pas commencer des nouvelles fonctionnalités. Autant vous dire que quand on amène ça dans les organisations, ça fait l'effet d'une bombe. Car oui, vous n'avez aucun intérêt à travailler sur des user stories si vous n'avez pas terminé les précédentes en tant que Product Owner. Mais alors comment je fais passer mes urgences? Il va falloir prioriser. Comment on priorise? Les stratégies de priorisation, elles sont connues. Voilà, il y en a plein en tant que Product Owner. Je te les donne, c'est cadeau. Voilà. Fais-toi plaisir sur les stratégies. Voilà, la première, voilà, c'est le pifomètre. Vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, à la louche. Franchement, je pense que c'est celle qui est la plus développée, malgré tous les outils que j'ai montrés tout à l'heure. Après, tu vas avoir certains product owners qui vont faire la... Moi, je parle plus de valeur, je parle des trucs de ouf. Alors, pas avec toutes les générations, évidemment. Mais... Priorise par le ouf. Si le ouf était une unité, parce qu'on n'a toujours pas compris comment on priorise par la valeur, ça va être quoi le truc le plus ouf dans ton produit? Là, si tu te poses la question, c'est quoi le truc de ouf dans ton backlog là? Voilà. Si tu arrives à pas de réponse à cette question, par contre, c'est chiant. Truc de ouf, truc de ouf. Alors, ouf, dingue, gueudin, après tu fais ce que tu veux. Après, si tu as le chef, tu as la méthode il le faut. Bon, la méthode il le faut, elle est imparable. Hein. Tu dis ok. Voilà. C'est pas rationnel, mais c'est la méthode il le faut. Souvent, la méthode il le faut, elle va bien avec la méthode, souvent, c'est... on retrouve le HIPPO, le fameux Highest Paid Person Opinion. Voilà. C'est pas ça qu'on attend d'un product owner. On attend de lui qu'il ait une stratégie. C'est quoi la stratégie? Peut-être qu'il serait bien de fonctionner par rapport à ses utilisateurs. Combien de product owners aujourd'hui priorisent leur backlog par rapport à des personas? Ont une stratégie orientée utilisateur. Attention, une stratégie utilisateur ne pourrait pas être tous les utilisateurs. Chose qu'on voit parfois. On pourrait utiliser des trucs de ouf, de l'analytique. Imagine que tu as des sondes dans ton produit qui te permettent d'analyser l'usage de ton produit, où tu pourrais mettre dans ton backlog, une US qui supprimerait une fonctionnalité de ton produit parce que tu as analysé que personne ne l'utilise. Ce serait ouf, non? Ouais, ça envoie pas du rêve. Ouais. Parce que le product owner, il est dans cette dualité. Il va falloir qu'il priorise entre des choux et des carottes. Du coup, comment il fait? Comment il fait pour prendre cette décision? Le product owner est normalement en charge de mener cette décision et il va avoir comme obligation, comme défi, de consolider toutes ces décisions dans une feuille de route. La fameuse roadmap. La roadmap. La roadmap, c'est un peu comme le DAU. Tout le monde en parle, mais personne ne l'a jamais vraiment vu en vrai. Quand vous n'avez jamais vu de DAU, ceci est un DAU. Alors quand je dis ça dans les organisations, on me dit c'est pas vrai, on a une roadmap. Regarde. Moi j'ai ma roadmap, T1, T2, T3, T4. Là, généralement, tu en as un autre dans la pièce qui dit « Ah mais non !» Parce que moi, ma roadmap, ce que je voudrais qu'on voit dans la roadmap, c'est comment on va y aller avec les jalons. Et là, tu en as un qui dit « Ah mais non, 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 non !» Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quand est-ce qu'on arrive en haut? Je m'en fous des jalons. La roadmap, c'est cet objet qui n'existe pas dans le sens où l'objet roadmap partagé par tous avec la même fonction, la même désignation, la même utilité avec les mêmes fonctionnalités, aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors si vous l'avez, tant mieux.
Vous faites partie des rares chanceux et je vous invite à soumettre une conf à Agile Lyon l'année prochaine pour expliquer comment on construit une roadmap. La roadmap, en tant que product owner, c'est peut-être l'objet symptomatique, peut-être de l'incompréhension de ce que doit être le pilotage du produit. Et c'est sans doute l'avantage de cet objet-là, c'est parce qu'il n'est pas compris, qu'il n'est pas partagé, que justement, il pourrait être construit collectivement. En tout cas, c'est le vœu que je formule. Si on essaie de résumer un petit peu la dualité de ce product owner, il est vraiment à la croisée de différents territoires. On sait qu'il va avoir, dans le domaine des idées, un énorme travail et que son enjeu principal en tant que product owner, ça va être de réduire la demande. Réduire la demande parce qu'aujourd'hui, quand on fait des ateliers de brainstorming, les gens ont beaucoup trop d'idées. Beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Beaucoup trop pour qui? Beaucoup trop pour ceux qui sont en capacité de faire. La partie technique. Je n'ai pas vu une organisation qui disait oh, on a telle capacité de production qu'on a du rab. On ne sait pas quoi faire. On est au chômage technique. On ne sait pas faire. Donc là, la dualité du product owner, un petit peu comme on le voyait sur le système Kanban, ça va être à la fois de réduire ce qui se passe à l'entrée et de regarder ce qui sort. Combien de product owners ne portent pas leur regard sur ce qui sort, mais portent leur regard uniquement sur ce qui rentre. Il va falloir donc osciller entre ces deux vues et créer des ponts. C'est ce qui fait l'objet merveilleux de cette fonction de product owner. Alors créer des ponts, ce serait quoi? Créer des ponts peut-être de priorisation, créer des ponts de convergence, créer des ponts de décision, créer des ponts pour décider ou faire décider. Parce que franchement, product owner, c'est hyper dur comme métier. Et si vous êtes product owner, bah on a besoin de vous. On a besoin que vous continuiez à exercer ce rôle-là. Je pense que vous n'aurez que cette dualité à gérer. Il n'existe pas, à mon sens, de réponse à cette question. Et si vous voulez en trouver une, adressez-vous à votre Scrum Master. Ce sera sans doute la meilleure personne qui pourra vous aiguiller là-dessus. Si vous avez des questions, je vous remercie. Notamment le PM, et moi je le vis là, on est en organisation safe, on a le PM, on est en PI, donc le PM imagine le module sur plusieurs, voilà, en totalité, et il demande au PO d'exécuter en mode Scrum, voilà, sur des sprints, mais pour lui il faudrait que tout sorte. Donc, comment sortir un petit peu de tout ça? Parce que le PO, moi je suis PO, je suis dans, comme tu dis, innover, donc j'essaie de raisonner valeur. Même si le PM me donne toutes ses specs et toutes les maquettes, tout ça, il a pensé au filtrerai, par exemple, de la liste de recherche, des filtres qui servent à rien pour l'instant de les faire. Voilà, alors que moi, il faut que je crée l'objet d'abord. Ouais. Donc pour moi, je dois commencer par ça. Ouais. Mais comment je peux avoir du poids sur le PM pour le convaincre que la première valeur, c'est ça, et de laisser le reste pour la suite? Donc la question est, comment avoir du poids sur le PM? Bah, tu t'assois dessus. Bon, ça a été une mauvaise réponse alors. Est-ce qu'on peut avoir du poids sur le PM? Je ne sais pas. Est-ce que les PO et les PM ont déjà discuté de leur zone de responsabilité respective? Est-ce que le PM sait ce qu'est un PO? Est-ce que le PO sait ce qu'est un PM? Il me semble que dans certaines organisations, ça s'impose parce que les produits sont tellement gros que de toute façon, un PO ne pourrait pas porter, la charge mentale serait telle que ce serait beaucoup trop long. Dans d'autres organisations, on a fait des PO exécutants, en gros des pisseurs de story pour la faire courte. Il me semble que là, pour le coup, c'est plutôt une dérive de la compréhension du système. Il y a des binômes qui fonctionnent bien. PO-PM sont des PO qui vivent ensemble. PO-PM, de le voir vraiment comme les deux doigts de la main. C'est les seuls moments où j'ai vu que ça fonctionnait bien parce que le PM a cette vision large et il délègue la confiance et la responsabilité au PO avec une certaine zone d'improvisation et de liberté dans l'imagination.
Ce serait un peu la même chose qu'un PO qui amènerait des user stories qui soient beaucoup trop précises et qui donneraient aucune zone de latitude à des devs, où on positionne les devs en tant qu'exécutants. Il me semble que le PM doit positionner le quoi, qu'est-ce qu'il veut, l'intention, et le PO peut-être amener des solutions métiers. Mais est-ce que c'est vu comme ça? Est-ce que ça a déjà été discuté comme ça? Et bien souvent, la discussion n'a jamais eu lieu, en fait. Elle a été faite par segmentation, par l'organigramme, voilà, comme ça. On a récupéré les termes, aujourd'hui on est en 2022. Voilà, je pense qu'il faut se féliciter d'avoir réussi à massifier l'agilité et la diffusion du PO. Maintenant que les termes sont là, on peut enfin se concentrer, on peut enfin avoir l'écoute sur qu'est-ce que c'est véritablement. On dit exactement la même chose aujourd'hui qu'on disait il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Ça n'a pas changé, sauf qu'aujourd'hui, les gens comprennent mieux. Et comprennent que juste les outils qu'on a vus tout à l'heure ne sont pas suffisants. Des US, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant si on n'a pas le dialogue. Ce n'est pas suffisant si on n'a pas partagé la vision avec le PM. C'est pas suffisant si on ne questionne pas la gouvernance tout court. Et finalement, est-ce qu'on a une équipe agile ou est-ce qu'on a mis un vernis agile sur un organigramme qui est extrêmement pyramidal? Bon, ces questions-là se posent. On ne va pas se mentir, hein, il y a des organisations aujourd'hui qui mettent agile alors que c'est pas agile. Bon. On voit de plus en plus des termes PO, maintenant c'est les nouveaux chefs de projet. Chef de projet, ça devient un terme qui disparaît au profit de PO. Mais fondamentalement, il n'y a rien qui change derrière. Est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire? Voilà. Provoquer cette question, et c'est là où l'absence, peut-être qu'on comprend mieux aussi à quoi sert un Scrum Master. Parce que cette question-là, toutes les questions qui vont se poser, qui se retrouvent dans cette dualité, ça devrait être, à mon sens, le référent principal du Product Owner. Et si en tant que Product Owner, tu n'as personne vers qui te tourner pour poser ces questions, tu es hyper seul, en fait, à gérer tout ça. Et le Scrum Master a cette fonction-là. Ça veut dire qu'il va pouvoir capter plein de questions. C'est comme dans les mangas, que vous avez le petit oiseau qui passe, là. Je ne sais pas si vous l'avez. Voilà, ou sinon, on prend un coach agile au début. Voilà, c'est bien. Mais ça devrait quand même être au Scrum Master de gérer ça. Est-ce que j'ai répondu à la question? Une autre question. Ça peut arriver par SMS si vous n'osez pas la poser. Alors, j'ai reçu une question, est-ce que tu reçois? Donc la réponse est oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une seule DOD? Alors la réponse est non. Il n'y a pas une seule DOD. Il n'y a pas une seule DOD quand on est en Kanban. Voilà. Et quand on n'est pas en Kanban, je trouve que c'est particulièrement difficile de travailler avec la definition of done. Avec Kanban, c'est beaucoup plus simple. Parce que quand on est en Kanban, on a des étapes et chaque colonne a un état qui s'appelle terminé. Et donc la définition de terminé, elle est vachement étirée. Voilà. Et on peut même avoir une définition de terminé qui va se positionner aussi au niveau de la feature ou au niveau des versions. Donc ça peut être intéressant. Et encore une fois, il va falloir les... Ça répond à ta question, Frédéric? Donc il y a des choses différentes à faire qui traversent des étapes différentes. Tu as plusieurs systèmes comment et donc des nodes qui correspondent à chaque chose différente à faire. Alors tu vas me dire si j'ai compris. Hein. On parle de ça, là. Laissez-moi comment... Donc on a des demandes qui rentrent dans le système Kanban, ça passe par une série d'activités, voilà, la fin étant livrée. Okay. Donc ta question, là, moi ce que je dis, c'est que en fait, à chacune des étapes, lorsque vous avez une activité, il y a forcément un en cours, quand c'est là, et un terminé. C'est pour ça que Trello, quand tu fais du Kanban, c'est pourri, parce que tu ne peux pas séparer une colonne en deux dans Trello. Même dans Jira, je ne suis pas sûr que tu puisses le faire. Peut-être. Non, tu ne peux pas le faire. Ce qui fait que tu ne peux pas visualiser l'encours et le terminé. Alors que c'est intéressant parce que quand tu poses par exemple, juste si tu mets voilà, sur l'activité dev, tu dis dev terminé, ça veut dire quoi? Ah, là, tu fais des ateliers de malheur. Hein. Test terminé, ça veut dire quoi? Ah, tu fais des ateliers de malheur. Alors que quand tu n'as pas cette vue-là, quand tu n'as pas cette vue étirée, segmentée, outillée, je trouve que c'est compliqué parce que chacun des acteurs va dire bah, moi, dans ma définition de terminé, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Mais ce n'est pas la même temporalité, alors que quand on est en Kanban, la temporalité, on l'a. Voilà. Et je trouve que c'est vachement bien de travailler en Kanban pour les équipes qui sont en cycle en V, parce que ça ne les viole pas, en fait, ça les brusque pas. Après, tu vas dire, voilà, quand c'est livré à la fin, tu vas poser la question, c'est quoi terminer ici? Et la definition of ready, c'est quoi? Bah, c'est la définition de terminé de l'activité précédente. Vous avez compris que la definition of ready, ça va être la door de l'activité d'après, en fait. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je pratique. Ça me simplifie la tâche et ça me simplifie l'explication aux équipes. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. C'est marrant, j'en ai entendu des plus francs.
Parce que du coup, ça m'apporte une autre question. Ah oui. Ton équipe, elle gère des choses qui traversent avec les deux premières colonnes, le dev et le test, et qu'il y a d'autres choses qui traversent l'équipe et qui ne vont pas avoir de colonne dev et test. Ils vont avoir des colonnes qui portent un autre nom. Tu fais des choses suffisamment différentes pour pas qu'elles aient les mêmes statuts et les mêmes étapes. Ah! C'est là c'est le prodige des organisations humaines. C'est que là, on a plusieurs Kanban. Parce qu'en fait, au-delà d'avoir des Kanban, on est en train de dire que là, on parle de flux. Et là où c'est génial, j'en ai pas parlé, mais on pourrait rajouter ça aussi, c'est comment moi, en tant que product owner, je suis multiflux. Et je pense qu'on rentre dans une nouvelle ère, en tout cas une ère qui se voit, parce qu'elle n'est pas nouvelle, elle se voit. C'est qu'on a aujourd'hui des gens qui sont en incapacité d'aborder l'agilité, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont multi-clients, multi-projets, multi-tâches, multi-sujets. Et en fait, quand on fait le mapping Kanban de leur vie, en fait, ça ressemble à ça. Alors que eux, ce qu'ils voient, c'est ça. Faites une to-do, ça c'est tout ce que j'ai à faire. J'ai 2 états, enfin j'en ai 3, à faire, en cours, et terminé. Sauf que moi, en tant que PO, si je suis multi, c'est l'enfer en fait. Et l'enfer, tu peux le voir en faisant ça. Alors, ça résout rien, hein. C'est-à-dire qu'un PO qui voit son enfer, il n'est pas plus avancé. Mais on peut comprendre que Product Owner, c'est pas Owner of Multiple Products. Hein, faut pas se tromper, c'est Product Owner, il faut bien le prendre au singulier. Et c'est vrai que sur certains produits, il y a des Product Owners qui sont en bout de charge, qui sont en bout de limite, et qui font du mieux qu'ils peuvent. Et quand on leur dit qu'ils font des US pourris, c'est pas leur rendre service, parce qu'en fait, ils ont fait la meilleure qu'ils pouvaient. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Parce qu'en fait, ils passent leur temps à changer de produit, à changer de contexte, à changer de sujet. Parce que les Product Owners font trop de choses. Parce qu'ils ne sont pas Product Owners. Ils sont Task Managers. Et attention, ils sont devenus très forts. Hein. Je suis impressionné de la capacité de changement de contexte de la plupart des Product Owners. Mais à un moment donné, ça trouve une limite. Donc ouais, il y a plein de PO pour qui ils ne sont pas mono. Pour ça que Scrum, c'est prodigieux pour ça. Hein. Et c'est pour ça que c'est si dur aujourd'hui de mettre du Scrum dans des organisations. C'est parce que Scrum positionne de fait le mono. On est monoproduit. Et si on arrive dans l'organisation et que tu as déjà hérité des produits, tu as déjà des produits, aujourd'hui, ce qu'on fait peu ou pas dans les organisations, c'est on ne déresponsabilise pas les gens. Voilà, quand ils évoluent dans des organisations, je pense notamment au DSI, je pense beaucoup dans les DSI, on se retrouve avec des product owners qui ont eu des fonctions sur des produits et quand ils changent de fonction, ils gardent les responsabilités d'avant parce qu'ils ont la compétence. Et donc on se retrouve avec des quarantenaires et des quinquas, c'est souvent eux, qui se retrouvent avec plein de choses à faire. Et ça vient les polluer clairement. Hein. Et ce ne sont pas des bons product owners. Et ils le savent, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Et tu fais du mode dégradé, bien sûr. Mais, attends, t'es product owner, hein, donc il faut innover quand même là-dedans. Hein. Et comment tu réponds à cette équation? Tu peux pas. Tout simplement, tu peux pas. Tu peux pas innover dans un système où tu es tout le temps multitâche. Enfin, sinon, il y a longtemps que vous auriez vu des articles et des bouquins qui vous diraient comment faire plein de trucs en même temps en étant optimal et bien dans ses baskets et souriant dans sa vie. Et être accueillant le soir avec ses enfants quand tu rentres d'une journée comme ça. Voilà. Et pas leur dire « coupe la Reine des Neiges ». Vraiment. Là, c'est pas le moment. J'ai géré 53 post-it aujourd'hui. Non, je ne veux pas libérer, délivrer. Ceux qui ont vécu ça comprendront. Ça répond, Frédéric? Merci. La donne ne devrait-elle pas être définie par l'équipe et pas fournie par le PO? Ouh, toi. Je sais pas. La maturité grandissante, mon rôle de coach agile se devenant de plus en plus flou, j'ai tendance à dire, comme tous les coachs agiles, voilà, comme ça a été dit ce matin, ça dépend, voilà, ça je botte en touche, ça me va bien. Je ne suis pas fan des réponses binaires. J'ai une grosse tentation de répondre à la question, mais je ne voudrais pas. Non, je pense que la DOD, elle doit être discutée en fait. Et encore une fois, il faut se poser la question. Je pense qu'une DOD qui est amenée par le PO, c'est logique. Une DOD qui est co-construite, ça peut être logique. Par contre, si les gens le vivent mal, c'est là où c'est pas logique. Qui doit construire la DOD? Peut-être, moi, cette question, ça c'est typiquement une question que j'aimerais voir en rétrospective, par exemple. Ça, c'est un bon sujet de rétro.
Ce qui amènerait donc la question, c'est quoi la DOD et qui doit l'entretenir et qui doit la maintenir? Parce que le PO, des fois, il n'a pas la charge pour le faire. Enfin, écrire les US, écrire les tests d'acceptance, la définition terminée, il faut prévoir le prochain sprint, il faut prévoir la prochaine version, il faut faire des réunions pour assister avec le management. En rétro, tu es tout seul face à une équipe de dev qui te tire dessus parce que tes US, elles sont pourraves. Voilà, puis de toute façon, tu comprends rien à ce qu'ils racontent, ils sont partis sur Rust, tu sais pas pourquoi, tu sais même pas ce que c'est Rust. JavaScript, ça te passe au-dessus de la tête. Toi, tu veux juste que ton US, elle fonctionne en fait. C'est juste ça. D'ailleurs, tu voudrais juste faire ton job, même si tu sais pas vraiment ce que c'est. La Gestalt visuelle, Kesako. La Gestalt visuelle, c'est un concept magnifique qui nous permet de comprendre comment notre cerveau fonctionne. Il y a plein de lois à l'intérieur. Je le couvrirai sans doute un autre jour sur une conférence plus orientée facilitation graphique, mais en gros, ça permet de... c'est tous les principes de manipulation visuelle pour nous guider dans la lecture d'une information. Voilà. Donc il y a des lois super, il y a des lois de symétrie, des lois de proximité, ce qui fait que, en gros, vous êtes obligé de voir ce que vous voyez. Voilà. Tapez Gestalt visuel, c'est passionnant. On doit faire le socle des API. Ça, c'est une phrase du dev. PO, comment j'écris cette US? Elle est bien ta question, Yvan. On doit faire le socle des API. Comment j'écris cette US? Ben ça, tu vois, ça, je pense que c'est typiquement une exigence non fonctionnelle. Un truc bien transverse à plein d'US. Et il me semble qu'il n'a jamais été écrit nulle part que c'est le PO qui doit écrire les US. D'ailleurs, il n'a jamais été écrit nulle part qu'un PO doive écrire des US. Il faudrait aussi le rappeler. Les US ne sont qu'une des... sans doute la meilleure pratique quand on les a toutes expérimentées, qui est géniale pour du dialogue, pour bien comprendre, pour faire simple. Mais on n'est pas obligé de faire des US et on peut quand même être PO. Voilà. Si tu ne fais pas d'US et que tu es PO, c'est pas sale. Rassure-toi, tout va bien. Le plus important, c'est plutôt de faire la DOD. Okay, donc fais des bons gros use cases si tu aimes faire des use cases. Fais des grosses specs si tu aimes faire des grosses specs. Mais n'oublie pas que les éléments, ils doivent tenir dans une itération. Donc trouve le juste milieu. À un moment donné, tu vas itérer, tu vas arriver sur les US. Ouais, tu vas réinventer la poudre, mais au moins tu t'auras fait ton propre chemin. Et sur une US comme ça, ce n'est pas une US. Faire le socle des API, ce n'est pas une US, ce n'est pas une user story. Vous avez déjà vu un user qui rentre dans l'API et dit « Ah, je voudrais un socle d'API !» Allô, le support, vous avez le socle d'API? Bah non. Alors, là où c'est traître, c'est sur les boîtes qui font des produits tech. Qui vont s'adresser à des personas qui sont tech. C'est-à-dire, on a des clients tech. Alors oui, là, à ce moment-là, on pourrait avoir une user story qui pourrait s'écrire comme ça. Mais là, faire le socle d'API, ok. La question que je poserais, c'est qu'est-ce qu'on mesure quand on dit ça va être terminé? C'est quoi le protocole pour t'assurer que le socle d'API terminé, il est bien terminé? Donne-moi le protocole. Et là, je pense qu'avec l'équipe de dev, il n'y en a pas un qui est d'accord sur le truc. Du coup, tu mesures quoi? Et c'est quoi ta marge? C'est quoi ta cible? C'est quoi ta marge? Et en fait, si tu ne sais pas répondre à ces 4 questions, bah, tu es encore sur une exigence floue. Et c'est sans doute un des champs sur lequel il y a le plus de travail à faire. C'est vraiment de clarifier ces exigences non fonctionnelles. Elles sont particulièrement floues. Les chiffrages sont faux. On a des dérives sur les projets à cause de ça, parce qu'on n'invite pas les populations techniques à se positionner là-dessus, parce qu'on ne leur donne pas le créneau ni l'espace pour qu'elles réfléchissent là-dessus. Pourtant, elles en ont besoin et elles le demandent. Et en tant que PO, je dois être à l'écoute de ça. Et en tant que speaker, je dois être à l'écoute du temps, parce qu'il est déjà 16h20. Je vous remercie infiniment pour vos questions et votre présence.